Cet épisode va être le théâtre d'événements dramatiques. Comprenez avec cette formulation que tout ne s'est pas tout à fait passé comme prévu. En fait, rien ne s'est passé comme prévu. Donc cet épisode est de ce fait un peu plus long que d'habitude, mais ouais, croyez-moi, il faut passer ce temps-là pour comprendre pourquoi aujourd'hui je ressens une certaine fierté au résultat auquel je suis arrivé, malgré tout. Mais aussi un peu de honte et un peu de déception. Et oui, tous les épisodes semblent désormais être voués à un déroulement identique. Ces fameux événements font suite à la dépose de l'épisode 1 puis la remise en état de l'épisode 2. Deux vidéos pleines d'espoir et d'innocence. Mais comme dans toute bonne production hollywoodienne qui se respecte, ou plutôt qui ne respecte pas vous autres spectateurs, il fallait bien un événement perturbateur. Ou plutôt, un petit cataclysme dans mon planning qui était si bien rodé. Vous me retrouvez donc à l'image en plein remontage de ce moteur qui a reçu tellement d'amour, et surtout pas mal de pièces neuves. On va pouvoir voir à quel point il a retrouvé la santé après avoir mis un peu d'huile dedans pour pas tout péter dès le début. Je sais pas si j'ai de la pression d'huile pour l'instant, le voyant s'éteint pas, mais... Pour l'instant, j'ai pas l'impression que j'en ai... Bon, je vous ai pris pour un public facile, pas de faux suspense. Ici, j'ai fini par retrouver une pression d'huile normale, c'est juste que le circuit était totalement à sec. Forcément. Ah oui, j'avais oublié ça, mais la dernière fois que j'ai manipulé les carbus, ils étaient figés. Et je crois qu'ils le sont toujours. Là, il y a un souci. Mais là, c'est moi qui ai chié. Je pense que quand je l'ai nettoyé, il devait rester de l'eau à ce niveau. Et maintenant, je le paye, quoi. Il va falloir laisser tremper en espérant que ça vienne dégripper ça. Surtout ici, j'ai vu des traces de rouille et... Ouais, je suis sûr que c'est là que ça bloque. Pendant ce trempage, on va remplacer l'émetteur d'embrayage et purger le circuit puisque j'ai déjà remplacé le récepteur. Comme vous pouvez le voir, cette méthode de purge fonctionne toujours aussi bien. On voit les bulles remonter jusqu'à la bouteille. C'est plutôt une bonne chose. La commande de starter qui était totalement grippée dès l'achat de la voiture, ça fonctionne bien maintenant. Un remontage de la ligne d'échappement devrait me permettre d'échapper à un ou plusieurs coups de fusil provenant du voisinage. Dans un moment de lucidité, j'ai même pensé à remettre de l'huile dans la boîte de vitesse. Bon, maintenant pour tenter de démarrer, on va s'occuper d'avoir de l'allumage. Bon, pour l'instant, j'ai pas d'allumage. J'ai mis une bougie à la masse ici et je vois aucune étincelle. Je vais vérifier que la bobine soit bien alimentée parce que le faisceau, c'est un foutoir incommensurable, il y a des cosses débranchées, il y a des trucs qui ont été bricolés. Pour l'instant, j'ai pas encore de carburant pompé. Il va peut-être falloir que j'amorce manuellement le circuit. Pour l'instant, j'ai rien. Donc... C'est bon. Il y a de l'allumage. Oui, quand les bons fils sont branchés aux bons endroits, ça va tout de suite mieux. Maintenant, par contre, il me faudrait du carburant. Et puis j'ai opté pour la solution de facilité, pas forcément la plus sûre par contre.
Vous croyez que ça peut avoir une incidence? J'ai débouché tout ce qui était accessible facilement, pour voir. Vu que tout ça semblait me diriger tout doucement vers une impasse, j'ai décidé qu'il était temps de monter l'ensemble des pièces neuves destinées à ces carburateurs. Ils en avaient besoin. Il n'y a pas besoin d'expertise particulière ici, on démonte les pièces, on regarde la tronche des joints, on les remplace par les mêmes qui font partie du kit et on espère en remontant tout ça que les problèmes seront arrangés. Jusqu'à ce qu'on essaye de retirer une bille qui était coincée avec de l'air comprimé, qu'on ne mette pas sa main devant et que ça parte comme une balle à environ 12 mètres de là, à un endroit qui convient tout à fait à la recherche d'une bille perdue. Voilà donc une partie des pièces remplacées et à côté la cousine de la fameuse bille qui a voyagé à travers le temps et l'espace. Elle repose toujours quelque part dans ce cimetière de gravier d'environ 170 mètres carrés. Mes remerciements à un certain Didier qui a su me trouver une pièce de remplacement. Et là je me dis que peut-être que la pompe ne pompe pas parce qu'il n'y a plus d'essence dans le réservoir, donc j'en remets un petit peu. Et évidemment, ça n'a strictement rien changé. Est-ce qu'avec ce réservoir mobile et des carburateurs refaits à neuf, on va enfin pouvoir l'entendre tourner convenablement ? Cette petite musique n'est-elle pas ravissante pour contrôler qu'effectivement ça tourne comme une vieille grosse merde? Je reprends les compressions. C'est pas un retour vers le moment où j'ai acheté la voiture. Hein. J'ai refait ce moteur et il y a toujours le même problème. Toujours le petit claquement de ce côté. C'est... Je suis un peu dépité. Eh bien, c'est sur ce rebondissement déplaisant que l'épisode se termine. Finalement, non, il se termine pas du tout maintenant. Et je crois que malheureusement, il va falloir attendre un bout de temps avant d'avoir la suite. J'ai deux possibilités. À mon avis, en fait, les segments neufs que j'ai mis, c'était pas forcément la solution. Probablement que simplement les cylindres sont hors cote. Donc il faudrait rectifier ce bloc. Réusiner les 4 cylindres en code de réparation ou carrément à une cylindrée différente. Ou alors trouver un autre moteur et récupérer l'essentiel des pièces neuves que j'ai installées ici. Hors interne du moteur si jamais celui de remplacement est déjà en bon état. Parce que malheureusement là j'ai déjà passé beaucoup de temps dessus pour un résultat plus que médiocre. Donc cette fois-ci ça ne l'a pas fait. J'ai pu merder quelque part par ailleurs, hein, c'est pas impossible. Mais à mon avis le plus gros problème c'est que je suis resté confiant un peu trop longtemps sur l'état de ce moteur. Pas eu de problème, donc voilà le bloc est à nu de nouveau. Hein. C'est très probablement l'huile fautif. On peut voir qu'il y a de nouveau des rayures dans le sens de la course qui sont réapparues et à mon avis voilà c'est le signe d'une grande usure
des parois des cylindres. Donc à mon avis le piston il a la place de se mettre de travers et il vient frotter. Et en y repensant bien, des segments neufs, donc parfaitement ronds dans des cylindres ovales, forcément ça peut pas être très étanche. Quand même je dois dire que ça m'attriste de ne toujours pas pouvoir rouler avec ce truc. Il va falloir très rapidement trouver une solution qui sera elle-même rapide à mettre en œuvre. Mio, aide-moi à trouver. Apparemment la solution est de partir chercher ailleurs. Et c'est ce que j'ai fait en allant mendier auprès d'un garage devant lequel je voyais traîner depuis des années une 33 que j'espérais voir abriter sous son capot un bloc qui aurait la même cylindrée que le mien. Donc avant de l'embarquer, on va voir si par miracle le moteur est le bon et surtout s'il est plus en forme que le mien. Voilà, pas de kilomètres, c'est bien. C'est propre dedans. C'est aussi du carbu. Excellente nouvelle. Génial. Donc celle-ci, elle a la direction assistée. Pas beaucoup de liquide. Pas de traces de maillot. Un peu sombre mais jusqu'en haut, donc a priori circuit d'embrayage ok. Et bah allez, on va tester. Est-ce qu'on arrive à le faire tourner à la clé déjà? La clé plate, hein, pas la clé de contact. Il y a peut-être une vitesse. Effectivement, il y avait une vitesse. Il y a un endroit du quartier du Distri à travers lequel on arrive à voir la courroie passer. C'est ce que je fais là, je regarde. Je regarde qu'il n'y a pas de grosses craquelures dedans. Donc les bougies sont dans un état assez incroyable pour une bagnole à carbu, c'est très très bien réglé. J'en ai rarement vu d'aussi propre. Je vous montre juste après comment elles sont. Voilà, la dernière également. Regardez-moi l'état de ces bougies. Elles sont absolument parfaites. Le mec qui a réglé ses carbus, il sait ce qu'il fait. Pas mal. 10 bars à froid. J'ai aucun de mes cylindres sur la mienne qui est à ce niveau. 9 bars, ok. Sachant que c'est un moteur qui tourne plus depuis bien longtemps, a priori. Il y a des chances que ça puisse augmenter après un peu de roulage. Dans les 9 bars aussi. Un peu moins de 8 bars. Celui-là aussi il est un peu fatigué comme sur mon moteur, mais bon. À un niveau moins désastreux. Allez, on va dire que ça peut faire le job. La question c'est de savoir ce que je vais faire à ce moteur. Est-ce que je le mets à poil exactement comme l'autre et je transfère toutes les pièces que j'ai installées sur l'autre, même les segments. Il faut réussir à pas les abîmer au démontage. Mais c'est vrai qu'en principe, en cumulé, l'autre moteur, il a tourné moins d'une demi-heure, quoi. Et là, j'ai pas résisté à la tentation d'essayer de le démarrer. Mais apparemment la batterie à 1,4 V, ça n'a pas aidé les boosters à faire fonctionner ce moteur. Bon bah c'est plutôt positif. C'est surtout une bonne version pour nous. On aura une paire de carbus de secours et en plus qui sont a priori bien réglés. Bon, ils sont bien anciens et ça fait longtemps que la voiture n'a pas tourné, donc ils vont rapidement se détériorer et ils doivent être pleins d'essence absolument ignoble. Mais il a l'air en meilleur état que le mien. De toute façon, vu le kilométrage, c'est pas étonnant. Je pense que c'est effectivement le bon.
ça fait très longtemps qu'elle est immobilisée, celle-ci. Elle est arrivée là et visiblement elle était déjà arrêtée depuis longtemps. Ouais, il y a de grandes chances que les compressions se restaurent même si je fais rien de spécial dessus. Mais je vais tenter quand même. Une fois que j'aurai déposé le moteur, bon, je pense qu'on mettra le plus de composants neufs possible parce que c'est trop con de ne pas le faire à cette occasion. Mais c'est bien, on a trouvé une solution de rechange déjà et à moindre frais. Me revoilà donc le lendemain avec de l'assistance pour emmener la voiture. Oui, je vous avais dit qu'elle n'avait pas bougé depuis longtemps de son emplacement. Alors cette 33 là est une série 3 alors que la mienne est une 2. C'est surtout l'esthétique qui change, mais niveau mécanique, il y a aussi une différence avec des culasses abritant des poussoirs hydrauliques et plus mécaniques. Donc aucun réglage à faire et 2-3 chevaux en plus en principe. Je vais tout de suite calmer les ardeurs de ceux qui s'exciteraient à me voir dépouiller une voiture apte à être rénovée, peut-être plus que la mienne. Mais outre sa couleur sinistre, elle ne peut servir que pour les pièces et elle doit partir en destruction. Et ça c'est une décision qui ne m'appartient pas. Alors je vais simplement suivre les règles et en profiter pour ne pas avoir de regrets à m'en servir comme banque de pièces. Bon, bah, comme elle vient de me pisser des litres dans le moteur, a priori j'ai trouvé pourquoi elle tourne mal sur un cylindre. On doit avoir un pointeau coincé en position torrent. Je vais plutôt mettre mes carbus fraîchement refaits. Le remplacement des carbus a bien arrangé le souci d'hémorragie d'essence, mais il y a toujours un comportement bizarre à la transition entre ralenti et régime accéléré. Elle tourne vraiment sur 3 cylindres. Ouais, c'est un problème d'allumage. On sent qu'elle donne des à-coups tout le temps. Quand j'accélère fort, ça a l'air d'aller en fait. La seconde elle est impossible à passer. On verra quand tout l'allumage sera neuf, je sais pas, c'est vraiment bizarre. Ce petit tour aura permis de vérifier que le moteur a un potentiel suffisant pour se substituer au mien et que la boîte est bien celle d'une 33, avec des synchros à la rue. On peut donc attaquer le démontage.
Il y a quand même quelques différences entre les deux séries et j'imagine que c'est des améliorations. Il y a ces barres de rigidification de part et d'autre. Je ne semble pas les avoir sur les miennes. Et en se basant sur ces images, on peut confirmer que non, sur l'autre 33, il n'y a rien de similaire. Il faudra que je vois si j'ai les emplacements pour les mettre, ça c'est pas sûr. Niveau train roulant, je vérifie que ça ce soit pareil. Je pars du principe que s'il y a ça, enfin s'il y a des différences sur la série 3, c'est probablement mieux par rapport à la précédente version. L'autre seule différence que j'ai détectée se situe au niveau des dimensions du radiateur. Il est plus grand et donc la traverse inférieure qui supporte également le moteur est différente. On va rester en configuration d'origine, ça suffit amplement. Bon, on y est presque. J'ai un peu moins galéré sur ce moteur que celui-là. Il y avait moins de trucs grippés, surtout l'allumeur qui est sorti sans problème. Maintenant, il faut que j'ai juste la tringlerie de boîte à virer. Et normalement on peut descendre. Finalement j'ai laissé la tringlerie de boîte, je pense que ça peut descendre avec. T'as fait une connerie? T'as cassé ma voiture? Si vous regardez les culasses attentivement, on voit bien qu'il n'y a pas d'accès pour les arbres à cames. Pas de couvre-culasse. Le seul moyen d'y accéder, c'est de les déposer par le bouchon arrière, opposé à la poulie. Ça fait quand même beaucoup de jeux là. C'est pas dans les normes de ce côté. Ici ça va, à peu près. Je commence à entendre les courroies craquer, donc il est temps de les changer dans tous les cas. Grâce à mes talents de caméraman, vous ne pouvez pas percevoir clairement qu'après déculassage, on voit les marques de déglaçage qui sont d'origine. Elles sont visibles dans les 4 cylindres. Cette fois, on est sûr d'être dans les normes. Nous voilà quelques heures plus tard, après plusieurs litres de transpiré et une fatigue qui commence à se sentir légèrement. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il est temps de laisser en silence les instruments avant. Je pense à la soufflette, à la péteuse et autres. D'ailleurs, que je n'ai pas encore utilisé, mais bon. Donc aujourd'hui, j'ai quand même bien avancé, même si il y a eu encore une déconvenue qui va me faire perdre du temps. J'ai quasiment mis à nu ce moteur. La seule chose que j'ai pas enlevé, c'est l'embiellage. J'avais vu que les cylindres étaient en bon état, donc j'y ai pas touché. J'ai changé les joints de culasse. J'ai mis en place le kit d'embrayage neuf. Les façades avant-arrière pour récupérer les joints spi que j'avais montés sur l'autre moteur. Là j'ai mis les tendeurs neufs et je me suis aperçu qu'en fait les culasses sont plus longues et donc les courroies sont pas les mêmes. Il va m'en falloir d'autres. En parallèle de ça, qu'est-ce que j'ai fait? Et oui, j'ai tout démonté ici, j'ai déposé la boîte. J'ai commencé à voir pour mettre en place les renforts qui sont propres à la S3. J'ai changé la bobine, je pense qu'elle avait été elle-même remplacée par un autre système. Il y avait des morceaux d'une autre version, ouais, donc ça me plaisait pas trop. Voilà, donc ouais, sur le moteur, ouais, il y a aussi le carter d'huile que j'ai remplacé, j'ai mis l'autre à la place. Le joint a un peu souffert, je pense que j'ai trop serré la dernière fois, donc il faudra peut-être que je le change de nouveau. Je vais commander les courroies. Et je pense que je vais quand même avancer et puis remettre la boîte sur ce moteur, remettre le moteur dans la voiture et je ferai la distribution après. Il suffit de virer le radiateur, c'est vraiment pas un souci.
Et puis le pare-choc, je crois, un truc comme ça. Bon, je verrai. Comme je suis d'une nature parfois optimiste, je vais m'occuper des trucs qui pourraient faire chier lors d'un futur contrôle technique. Par exemple, un soufflet de cardan qui dégueule de l'huile. Après le démontage du vieux soufflet, j'ai passé quelques heures à essayer de virer la tête de cardan sans succès, tout en m'apercevant qu'il avait un jeu monstrueux. J'ai donc été démonter l'autre pour vérifier si j'étais pas en train de perdre mon temps. Et oui, j'ai démonté l'étrier de frein aussi parce que c'était totalement grippé. Bon bah ils sont morts les deux. Je vais essayer de prendre les moyeux de l'autre prendre quoi. Et oui, parce que malheureusement, les cardans ne sont pas compatibles, donc je dois prendre les moyeux de l'autre pour pouvoir installer ces cardans sur ma voiture. J'ai regardé le contrôle technique que j'ai eu avec la donneuse. Il y a 2% de dissymétrie sur les suspensions avant, donc ce que je vais faire, c'est que je vais déposer moyeux et amortisseur. Je pense que ça me fera gagner du temps. On va en profiter. Tant qu'à remplacer les moyeux, on va prendre ce qui semble être en bon état sur l'autre aussi. Bah ça tombe bien, je vais pouvoir évacuer l'énervement accumulé dû au cardan. Et donc évidemment tout ça est à faire en double. À part l'emplacement d'entraînement du cardan, tout le reste a l'air identique, c'est bien. J'ai profité que toutes ces roues étaient démontées pour interchanger les pneus et prendre celles de la donneuse, qui sont en bien meilleur état et surtout dans la bonne dimension. Et après ça, je me suis dit que j'avais le temps de démonter les points d'ancrage des barres de rigidification, mais vous verrez que ça n'aura pas servi à grand chose. Je crois que l'histoire des renforts, on va doucement oublier ce petit délire parce que en y regardant bien, il y a quand même beaucoup de modifs à faire. Si on oublie déjà la partie qui consiste à charcuter la bagnole, je vous montrerai ce que j'ai dû faire là-bas pour voir ce qu'il en était. Mais concrètement, ouais, le vase de liquide lave-glace d'une belle contenance par ailleurs. Il faudrait mettre la version dans l'aile comme c'est le cas sur l'autre parce que ça nous empêche de mettre le renfort. On va les garder de côté, on sait jamais hein. Et ouais, comme je vous l'ai dit, ça demande de massacrer un peu la caisse. J'ai dû dépointer un certain nombre de soudures ici pour accéder au prisonnier qui est dedans, un gros machin là que je vais pas m'embêter à sortir pour le coup. Il y avait une autre solution que j'utilisais ça, je pensais simplement percer et souder directement dans la caisse une tige filetée et virer les prisonniers du renfort de caisse. À ce moment-là, il y aurait juste besoin de mettre un écrou pour verrouiller ça en place. Ça reste une possibilité, mais comme je le disais, il y a quand même beaucoup de modifs à faire pour un gain sans doute imperceptible à mon niveau. Donc ouais, je vais garder les pièces de côté si jamais un jour j'ai
courage de le faire, mais là... Ouais, du coup, comme j'attendais encore les courroies, j'ai commencé à m'attaquer à d'autres trucs moins essentiels, comme par exemple démonter et nettoyer le vase d'expansion. Et puis je me suis rappelé d'autres trucs aussi. Au moment de remettre ce moteur, qui finalement ne sera probablement bon à rien, malgré tout le temps passé dessus, je me suis aperçu, ou rappelé, en voyant la crémaillère, que les deux soufflets étaient complètement arrachés. Donc je vais déposer la crémaillère pour pouvoir les remplacer. Ça va être assez rapide. Il y a une attache de chaque côté et les biellettes qui sont placées juste ici. Impeccable. Tout neuf. Alors oui, si j'avais été un peu plus malin, j'aurais remplacé l'autre d'abord. Et pour pouvoir virer l'autre soufflet, il faut d'abord démonter les tiges qui permettent la fixation des biellettes de direction. Une fois ça de fait, je me suis attelé au remplacement des joints spi des arbres à cam à l'avant, puisque sur ce moteur, ils avaient une belle tendance à pisser. Et j'ai trouvé une nouvelle utilité à un outil de débosselage. Et puis j'ai eu chaud. J'ai ressorti l'extrait de mariage parce que j'en ai vraiment marre de travailler en plein soleil. Je suis ravi qu'il pleuve pas, ça me permet d'avancer. Mais ma motivation tombe assez rapidement en dessous de zéro lorsque je transpire à grosses gouttes et que je fais rien d'essentiel en plus, parce qu'en fait là j'attends toujours les courroies. Elles ont été envoyées mais le transport prend un peu de temps. Donc au lieu de faire la distrie moteur par terre, je ferai distrie moteur dans la bagnole. Je vais remonter le plus de trucs possible pour que le moment venu, je mette les courroies et puis soit prêt à démarrer et éventuellement même à remettre la caisse par terre. C'est que je suis confiant cette fois-ci. Ah oui, je vais commencer à faire un peu de prévention sur la chaîne, mais pas avec ces gants mouillés. C'est important, mettez bien des gants quand vous bricolez, parce que sinon il faut les laver souvent, c'est chiant. Voilà, c'est tout. Ça commence à devenir une habitude.
Bon bah j'ai pas trop mal avancé, je vais devoir m'arrêter, il y a un orage qui revient et cet abri risque de rapidement s'envoler vers d'autres cieux. J'ai remonté une bonne partie du circuit de refroidissement, le récepteur d'embrayage, semelle de carbu, branché le faisceau, j'ai remis les trains roulants en place. Ces bras à la con là, c'est un peu pénible à remettre, il faut les tordre dans tous les sens parce que les roues sont en l'air. Sur un 4 colonnes ça doit pas être difficile à faire, mais là pas génial. J'ai remis l'échappement, j'ai remis la tringlerie de boîte, donc là une fois que j'ai les courroies il me reste vraiment plus grand chose à faire. Remettre les carbus, brancher 2-3 trucs et puis on pourra tester, voir ce que ça donne, en espérant qu'il n'y ait pas de nouvelles déceptions. Vous la sentez venir celle-là? J'ai l'alarme à con encore dans cette bagnole, avec un interrupteur caché, ce genre de fantaisie, de fils qui partent partout, vers l'allumage, etc. Ça fait un beau paquet de fils dans une bagnole qui est déjà assez bien pourvue en matière de câblage merdique. Donc non mais là, il faut tout virer, c'est pas possible. Même dans le compartiment moteur, il y a un paquet de fils qui devrait pas être là. Donc j'ai viré tout le système d'alarme. Et puisque les courroies devraient arriver d'une minute à l'autre, on a peut-être le temps de réparer le compteur, histoire d'avoir une mesure fiable en termes de vitesse moteur. Ici je branche celui de la donneuse, pour vérifier que le problème ne viendrait pas du câblage. Et non, a priori c'est bien l'autre compteur qui déconne, on va regarder ce qu'on peut y faire. J'ai passé du temps à contrôler toutes les continuités, a priori il n'y a aucun problème de ce côté, donc c'est sûrement un composant interne qui est HS. Et là me vient une idée saugrenue. Moyennant quelques petites modifications, a priori on pourrait utiliser le compteur de la donneuse avec la façade de l'ancien compteur pour garder son style bien années 80. Et voilà ce que ça donne, je suis pas mécontent du résultat. Bon, la calligraphie est un peu plus moderne, mais c'est aussi un peu plus lisible et c'est pas plus mal. Et par ces temps un peu chauds, vous savez ce qui ajouterait au confort? Pouvoir ouvrir les vitres pour notre premier roulage d'essai. Donc j'ai remis en état les commandes des vitres électriques et j'ai remplacé l'ampoule qui était HS, histoire d'aller jusqu'au bout de la démarche. Bon, j'admets que c'était peut-être pas indispensable, mais j'avais encore un peu de temps devant moi. Et puisqu'on est dans le domaine du futile, ouais, je me demande quand même si cette voiture a pas beaucoup plus de kilomètres que ce qui était marqué sur le compteur. Bon, puisque le livreur prend son temps, je vais mettre le faisceau d'allumage neuf. Bon, a priori, on va enfin pouvoir finir ce chantier. Ça a été rapide, mais c'est jamais assez rapide lorsqu'on est en rate de pièces. Allez. J'aurais tendance à dire que ça devrait aller.
quelques coups de démarreur. Et il y a les repères qui sont accessibles quand on a enlevé les petites gommettes en caoutchouc. On est nickel. C'est bien. J'ai également remplacé les pneus à l'arrière et j'en ai profité pour remplacer les durites de sortie et de retour de carburant du réservoir qui étaient complètement pourris et qui pissaient dans tous les sens. Il nous restait un dernier obstacle pour pouvoir prendre la route avec la donneuse qui était sur le chemin. Mais on va pas se laisser emmerder comme ça, n'est-ce pas ? Vous en faites pas pour la glace de Gneutan, elle était déjà en train de se décoller, il faudra qu'on y revienne un peu plus tard. Elle est pas cassée, c'est le principal. Bon ben voilà, premier tour avec cette 33 en état de marche pour de vrai. Je vais peut-être me débarrasser de ce truc en fait. Ah oui, c'est mieux. Et dire qu'il y a des gens qui trouvent ça plus confortable avec des sortes de boulettes sous le dos. Je suis bien content d'avoir remis en état les boutons de lave-vitre. Parce qu'il fait chaud, je pense que ça se voit. Évidemment, le moteur va nécessiter pas mal de réglages. L'avance, la synchro, la richesse, tout ça reste à faire. S'il n'y a que ça, ce serait bien. Mais ça a l'air d'aller, donc je vais pouvoir rouler un petit peu, juste pour tester. Donc bah, allons-y. Comme une grosse merde. La vache, c'est pas bon. Hein. Je pensais pas que ce serait mauvais à ce point-là. Là, oh là, il n'y a rien qui va. Le freinage, le train avant, l'allumage à l'ouest complet, j'entends du pinging. Il y a du boulot encore. Mais bon, au moins, elle roule vite fait. Je crois que j'ai trouvé une des raisons du comportement peu convaincant de la voiture. Enfin, ça peut expliquer. Elle s'est naturellement rabaissée. Là, elle penche bien.
Ah ça c'est pas de chance. Les amortisseurs, pour rappel, je les avais pris de l'autre bagnole parce que sur le compte rendu QCT il y avait presque aucune dissymétrie. Bah, celui-là il est mort. Ça ne remonte pas. Donc j'ai fait 2-3 réglages et j'ai remplacé mes amortisseurs par les autres. Pas mal. J'espère que vous avez eu votre dose de vieille merguez épicée. Est-ce que vous en redemandez? À vous de me le dire, puisque ça pourrait être avec celle-ci ou une autre pour le prochain épisode. En attendant, je vous dis à bientôt et merci de me suivre, merci à Racing Lud, merci à Autoshop pour leur soutien. Et puis, ouais, il va falloir continuer, on n'a pas tout à fait fini. Ciao!